On retrouve donc enfin Xavier Aimant pour la suite de l'édition. Bonjour Xavier Aimant, merci d'être avec nous. Merci à vous. Je vous représente rapidement, même si on commence à vous connaître, puisque vous êtes là un vendredi sur deux. Vous êtes écrivain, rédacteur en chef de Livre Arbitre et rédacteur en chef de la revue Éléments. Aujourd'hui, donc, vous vouliez nous parler, je crois, de justice. Oui, alors enfin, pas tout à fait. Je voulais en fait revenir sur la récente élection présidentielle en C'est ça. Roumanie. Alors cette élection, certes, elle a déjà été largement commentée, mais je voulais l'aborder sous un angle qui ne me semble pas avoir été vraiment évoqué. Bon, d'ailleurs, je suis pas tout à fait certain que ce sera ma chronique la plus populaire, mais bon, peu importe, ça me semble néanmoins intéressant d'en Nous parler. recherchons la vérité et pas la popularité. Voilà, et ben écoutez, Xavier Aimant. Mais si on peut avoir les deux, chers auditeurs, c'est bien. Donc quand même partager cette émission, s'il vous plaît. c'est exactement le sujet de cette chronique, donc ça tombe très bien. Alors tout d'abord, je tiens évidemment à préciser que, à titre personnel, j'aurais préféré que ce soit le candidat patriote et souverainiste qui soit élu. Mais cela n'a pas été le cas, et la victoire de son adversaire européiste est-elle un scandale ? Alors honnêtement, n'étant ni roumain, ni, contrairement apparemment beaucoup de journalistes, un spécialiste de la sociologie et de l'histoire électorale de la Roumanie, je n'en sais rien. Bien sûr, j'ai entendu, comme tout le monde, parler d'ingérence étrangère, de tricherie, de pratiques déloyales. C'est-à-dire très exactement les mêmes assertions et les mêmes accusations que celles du camp d'en face, il y a quelques mois, lors du premier tour annulé de l'élection présidentielle qui, lui, avait été remporté par le candidat nationaliste. Dans un cas comme dans l'autre, je n'ai pas eu l'occasion d'avoir accès à des preuves et des démonstrations absolument indiscutables, incontestables. Donc, au final, on ne juge qu'en fonction de sa propre inclination idéologique. On décide de croire les uns ou les autres. De ce fait, on se situe davantage dans le domaine de la foi que de l'analyse sereine. Et c'est bien là le problème. Désormais, il n'y a plus une seule élection, quelle qu'elle soit, dont le résultat n'est pas contesté et entaché d'accusations de manipulation et de tricherie. Alors c'est peut-être parfois le cas, voire souvent. Encore une fois, personnellement, je n'en sais rien. Je n'ai aucun élément concret et irréfutable pour affirmer quoi que ce soit dans ce domaine, et je laisse donc les gens à leur certitude, toujours liées d'ailleurs à leurs orientations politiques, puisqu'il va de soi que les seules élections truquées sont celles perdues par son propre camp. On bourre les urnes en Roumanie, mais en Russie ou en Argentine, tous les votes sont scrupuleusement comptés, vieille tradition de transparence et de démocratie oblige. Pourquoi pas ? Les gens savent, sont sûrs, convaincus, moi je le répète, je ne suis sûr de rien. Par contre, ce qui me marque dans cette tendance, c'est la défiance de plus en plus croissante envers le modèle démocratique dit représentatif, une accentuation radicale des clivages, mais surtout une intolérance croissante à l'échec et un déni de plus en plus marqué vis-à-vis du réel. Il n'est en effet désormais plus concevable que son parti, son groupe, sa chapelle, son champion échoue pour d'autres raisons que la forfaiture, le trucage, la magouille, bref, le complot. Nous vivons, il est vrai, aujourd'hui, via les réseaux sociaux, dans un monde d'algorithmes qui nous nourrit d'informations, de nouvelles, de suggestions d'amis, qui vont toutes dans le sens de nos goûts, de nos choix idéologiques, de nos croyances, et même, parfois, de nos névroses ou de nos obsessions. Ce bombardement numérique ciblé débouche sur un phénomène d'entre-soi qui fausse totalement la perception du monde et de ses réalités. Lorsque 98% des personnes que l'on fréquente ont peu ou prou les mêmes idées que soi, le surgissement d'un réel en désaccord ou en rupture avec sa vision des choses apparaît comme un impensable scandale et ne peut donc qu'être le produit d'une manipulation des médias, des lobbies ou des extraterrestres. Ainsi, il n'est pas possible que François Asselineau fasse moins d'1% des voix aux élections alors qu'il fait des centaines de milliers de vues sur YouTube. Il est impensable que Trump ait été battu à l'issue de son premier mandat alors que Chuck Norris et l'Amérique profonde le soutenaient. Et Marine Le Pen a en réalité gagné le second tour des élections présidentielles. Il suffit pour s'en convaincre de voir sa popularité sur le marché de nos Jean le Rotrou. L'élection de Miss France, truquée. Le concours de l'Eurovision, truqué. La Star Academy, truquée. Et quiconque ne partage pas cette vision paranoïaque des choses n'est évidemment qu'un mouton, un naïf, pour ne pas dire un crétin, en tout cas un aveugle ignorant tout des méandres et des obscurités de notre monde. De ce fait, toute remise en cause, toute réflexion, toute analyse devient inutile. Il suffit de se réfugier dans un monde parallèle ou dans une perpétuelle colère outragée.
comme des gamins boudeurs ne supportant pas la frustration. Malheur au pays dont le peuple est un enfant. Pour conclure, il me semble important de rappeler que ce n'est pas parce qu'aujourd'hui tout esprit critique est taxé de complotisme que pour autant tous les complotismes sont des preuves d'esprit critique. Car l'esprit critique ne se nourrit pas uniquement du doute systématique vis-à-vis de toute information officielle, il faut lui adjoindre la prudence, le sens de la mesure, la réflexion et surtout la rationalité. Sans cela, il devient facilement une arme du système pour décrédibiliser et ridiculiser ses opposants. À nous de ne pas lui offrir une telle facilité. Merci Xavier Aimant pour cette chronique. Et parlons-en. Quand vous nous dites que effectivement il y a un grand danger, surtout dans notre famille de pensée, c'est ce fameux entre-soi. En réalité, on est aussi un peu poussé à l'entre-soi, puisque on fait quand même face à un monde qui nous rejette, nous et nos idées, systématiquement. Donc c'est assez difficile de s'y intégrer, même en préservant nos idées. Difficile simplement juste de discuter des idées aujourd'hui. Oui, bien sûr, ce n'est pas simple, mais c'est pour ça qu'il ne faut pas s'enfermer justement dans une vision, à mon avis, obsidoniale et paranoïaque de l'existence, où on serait quand même, comment dire, le dernier carré, le village d'Astérix, entouré par des gens qui sont tous des gens hostiles et menteurs et manipulateurs. Il y a quand même une grande marge de gens à qui on peut encore s'adresser, fort heureusement. Et pour s'adresser à eux, il faut garder un discours cohérent, rationnel et prudent. Justement, éviter les écueils d'une... encore une fois, ce mot est tellement utilisé par nos adversaires que c'est toujours délicat, mais en effet, une surenchère dans un complotisme qui décrédibilise en fait les causes qu'elle prétend défendre. Moi, ce qui me gêne un peu dans cette attitude de dire, en effet, à chaque fois qu'il se passe quelque chose, il y a une manipulation derrière, c'est que ça évite en fait de se poser parfois les vraies questions. Si vous voulez, c'est un peu comme un joueur de foot ou un supporter de foot qui pense être le meilleur joueur et que son équipe est la meilleure et que c'est toujours à cause de l'arbitre qu'il perd en fait. Donc dans ce cas-là, il n'y a pas besoin de s'entraîner plus, il n'y a pas besoin de changer de stratégie, puisque de toute façon, c'est la faute de l'arbitre. Et je crains qu'une vision trop complotiste de la politique conduise à une certaine forme d'impuissance et de passivité. C'est ce que je cherchais à un peu dénoncer, c'est un bien grand mot dans cette chronique. Non, mais on entend souvent même des gens qui disent non, mais de toute façon, on ne va plus voter parce qu'on sait très bien qu'au fond, on ne décide plus rien. Maintenant, s'il y a cette espèce de suspicion, parce que derrière le complot, en fait, ce qui se passe, c'est que les gens sont devenus suspicieux à l'égard de la politique, à l'égard du système juridique. En réalité, c'est peut-être pas né de nulle part non plus, et on est à une période où on réalise qu'il y a quand même des fois où on a eu raison de douter. Par exemple, au moment du Covid, il y a eu plein d'hypothèses selon lesquelles les ventes de vaccins n'étaient pas toujours suffisamment transparentes, qu'il y avait des intérêts financiers énormes derrière et que tout était un peu trafiqué. Aujourd'hui, on est sur le point de réaliser que c'est vrai. Et le problème, c'est que ça va venir aussi conforter un certain nombre de personnes, et peut-être même nous les premiers, à nous dire, bah oui, en fait, on doit être dans cette suspicion automatique parce qu'on n'est jamais à l'abri de se faire avoir. Oui, mais alors ça, vous avez tout à fait raison. Il y a des éléments tout à fait concrets et sérieux qui poussent à la suspicion. Il faut être suspicieux, il faut avoir un esprit critique. Mais justement, ce qu'il faut, c'est garder la frontière de la raison, de l'analyse et surtout de la recherche. La recherche de la vérité, la recherche d'éléments concrets qui viennent corroborer une idée ou un doute. Et ne pas se jeter à corps perdu dans la moindre nouvelle qui va dans notre sens et qu'on relaye de façon imprudente. Parce que, en fait, le réel se suffit. Il n'y a pas besoin d'inventer. Il y a suffisamment, en effet, de véritables choses à dénoncer, de véritables scandales pour être prudent et ne pas en inventer et ne pas relayer des choses qui sont non vérifiées. Et c'est un peu le problème des réseaux sociaux. Ce qu'on voit passer sur les réseaux sociaux, c'est quand même assez parfois inquiétant. Et justement, ça noie au milieu d'une masse ça noie des vérités au milieu d'un certain nombre d'élucubrations et parfois même de délires. Moi, ça fait quand même un certain nombre d'années que j'œuvre dans le monde de la réinformation. Je reçois tous les jours des choses qui sont très très improbables. Et ce qui me marque, c'est que surtout les gens qui relaient ce genre d'informations ou de pseudo-informations sont immédiatement très agressifs, très vindicatifs, parce qu'ils sont persuadés de détenir quelque chose une vérité que les autres ne détiennent pas.
Et C'est donc, peut-être une souffrance aussi, je Ouais. pense, qui rend bien agressif. sûr, je pense qu'il y a en partie une souffrance. C'est pour ça que c'est assez triste parfois. Des gens qui sont extrêmement remontés, qui ont l'impression d'être laissés pour compte, d'être abandonnés. Donc il faut les écouter. Il y a pas, j'ai pas du tout un dédain ou un mépris pour ces gens-là. Je les invite juste à une certaine prudence. Pour eux déjà et pour les gens qui les impliquent, parce qu'on sait que sur les réseaux sociaux il y a un effet boule de neige Ouais. qui fait qu'à partir du moment où vous lancez une information sur les réseaux sociaux, elle va être diffusée. Moi récemment j'ai vu comme des choses, des fausses déclarations d'Aurore Berger relayées par plein de gens, alors que la phrase est absurde. Mm. C'était une phrase où elle disait oui, les retraités peuvent bien participer un peu plus à l'effort collectif parce que j'en connais qui font 3 repas par jour. Il y en a même qui prennent un goûter. Oui, Et donc, mais qui peut penser que cette phrase, que cette phrase est réelle Et pourtant, j'ai vu des gens je veux dire cultivés, etc., relayer ça parce que ça allait dans leur sens. Et ce qui est encore plus inquiétant, c'est que moi, quand je vois ça, je le signale. Je le signale pas, je dénonce pas les gens, mais je leur signale à eux. Et j'ai souvent comme réponse, c'est pas grave parce que ça aurait pu être vrai. C'est ça, en fait, on est dans un monde tellement absurde qu'aujourd'hui, ça peut être aussi très compliqué de faire la distinction entre ce qui est faux et vrai, parce que on a déjà été mis en face de choses qui avaient si peu de sens, qui étaient tellement exagérées ou choquantes, où jusqu'au bout, on se disait non, mais c'est pas possible, il a pas pu dire ça, c'est pas possible, il a pas pu faire ça. Qu'en réalité, aujourd'hui aussi, on est devenu crédule à force de nous balancer des trucs complètement hallucinants. Ah ben bien sûr, vous l'avez évoqué, mais l'épisode du Covid a été un formidable accélérateur pour ça. On a imposé des choses tellement délirantes à la population qu'elle s'est dit, mais en fait, tout est possible. Ces gens sont prêts à... Ils sont sans limite. Sont sans limite. D'où l'importance, je pense, aujourd'hui, du travail de vérification, de recherche, du vrai journalisme, et de faire la part des choses entre des gens qui font du travail de journalisme et des gens qui relayent de l'information, parfois pour des questions tout à fait vénales, parce qu'il y a quand même un certain nombre de, on va dire, soit d'illuminés, soit d'escrocs qui profitent aussi de ça. Donc choisir aussi ces sources d'informations sur la qualité de leur information et de leur vérification, sans se laisser entraîner à des choses plus faciles, plus spectaculaires, plus provocantes. Moi, j'ai vu passer récemment une information, peut-être que vous a échappé, que Emmanuel Macron a créé au sein même de l'Élysée une cellule d'assassins recrutés parmi les anciens policiers, d'anciens militaires pour assassiner ses opposants, les journalistes qui le dérangent, etc. Donc faites attention à vous, Liselotte, également Maëlys. Mais vous voyez, ce genre d'informations, je l'ai vu passer sur les réseaux sociaux avec des centaines de milliers de vues. Mm. Et à côté de ça, vous allez avoir un article qui va sortir construit sur un vrai sujet, sur des subventions données, etc. Ça n'intéressait personne et il y a 500 personnes qui vont le relayer. Alors que quelque chose d'absolument délirant, invraisemblable, va avoir un grand écho. Et ça, je trouve que c'est tragique pour notre camp politique parce que on se retrouve noyé au milieu de choses invraisemblables qui décrédibilisent le vrai travail de réinformation comme celui que fait notamment Radio Courtoisie. Comment est-ce qu'on fait aujourd'hui comment les auditeurs peuvent faire pour justement essayer de démêler le vrai du faux dans un monde qui, vous l'avez dit, notamment à cause, j'allais dire grâce, mais à cause des réseaux sociaux aussi, même si c'est donc on l'explique, il y a aussi une façon de se réapproprier la liberté d'expression, mais aujourd'hui les réseaux sociaux sont aussi un vecteur justement de toutes ces fausses informations. Comment est-ce qu'on fait pour démêler le vrai du faux dans un monde qui, c'est ce qu'on disait, est quand même absurde à bien des niveaux? Alors je pense que la première chose, alors c'est pas très à la mode à notre époque, c'est prendre un peu de temps. C'est-à-dire quand vous êtes confronté à une information, ne pas réagir immédiatement, prendre le temps et un peu de recul, parce que souvent le simple bon sens suffit à faire déjà un premier tri. Mais le problème, c'est que si vous avez déjà cliqué sur retweeter, relancer, etc., c'est trop tard. Mais quand vous avez une information, au lieu de vous dire « Ah chouette, ça m'étonne pas parce que ça correspond à ce que je pense », relire 2-3 fois la phrase, se dire oui, non, c'est quand même peut-être curieux. Après, taper éventuellement sur un moteur de recherche pour voir s'il y a plusieurs sources concordantes qui confirment. Si vous voyez qu'il y a une seule référence, c'est le site Complot 3000, vous pouvez peut-être avoir quelques doutes. Vérifier en effet qu'il y a quand même plusieurs personnes qui en parlent avant de vous faire écho de ça. Donc ça, c'est une première chose.
Ensuite, sélectionner encore une fois ces sources ces sources d'informations. Regarder une radio. Est-ce que cette telle radio a été ou tel média m'a déjà désinformé, m'a déjà transmis des fake news. Oui. Fausses informations. Des fausses informations. Celle-là, je l'écarte. Parce que je sais que s'il l'a fait plusieurs fois, elle risque de le refaire. Là, c'est une maison sérieuse, c'est un journal sérieux. Je lui fais plus confiance qu'à des sites qui apparaissent. On peut aussi, alors évidemment, tout le monde a besoin de vivre et on a besoin des dons, etc. Mais on peut aussi se méfier des gens qui réclament un peu trop de l'argent et surtout à titre personnel. Sauf Radio Courtoisie. Voilà. Mais Radio Courtoisie, c'est pour une structure, c'est pour faire vivre vous, chers auditeurs d'ailleurs. Mais quand vous voyez que derrière, en général, ce sont des individus qui essaient de se faire des cagnottes, etc. Là aussi, ça peut être un indice sur le but de ce personnage, et malheureusement, il y en a quelques-uns. Donc voilà, déjà, c'est des étapes très simples, et surtout, en effet, prendre le temps de relire et croiser l'information, c'est quand même la base, parce que, encore une fois, il suffit d'une mauvaise information relayée pour décrédibiliser tout un travail derrière. Et après, les gens ont beau jeu de nous dire, vous voyez ce que vous faites, vous êtes des complotistes, vous êtes des paranoïaques, etc., etc. Donc je pense que c'est important de faire ce travail individuellement et collectivement. Il faut réaliser aussi que c'est pas parce qu'une information pourrait venir nous conforter dans ce qu'on pense et que finalement on décide de se dire bon, a priori elle n'est pas vraisemblable, je pense que c'est faux, c'est pas pour autant que ça doit remettre en question du coup tout ce qu'on pense. C'est juste qu'on a une preuve de moins, un argument de moins, mais on en a tellement par ailleurs que c'est pas grave, et que s'il y a une information qui passe qu'on aurait aimé croire qui viendrait valider toutes nos théories, dont on ne peut pas se servir, toutes nos théories ne sont pas pour autant fausses. Bien au contraire. Et puis en effet, le réel suffit. Le réel va dans notre sens, nous donne raison tous les jours. Donc contentons-nous du réel, c'est largement suffisant. Ouais. Vous ne pensez pas aussi qu'il y a un certain ras-le-bol aussi de toutes ces personnes qui qui ont tendance, entre guillemets, à rapidement tomber dans le complotisme exacerbé, si je peux nommer ça ainsi. Je pense qu'en fait, les gens en ont tellement marre, ils veulent tellement du changement qu'ils prennent n'importe quoi ils prennent n'importe quoi finalement pour donner un argument supplémentaire, pour leur donner raison et pour conforter le plus de monde, pour convaincre le plus de monde à se dire que oui, finalement, c'est peut-être les patriotes, si je puis dire, qui ont raison. Oui, je pense que vous avez raison. Je pense que les gens sont de plus en plus à bout de nerfs, les gens n'en peuvent plus. On le voit dans les réactions, mais c'est pas forcément positif. Mais c'est une explication. On le voit dans ce qui a été évoqué avant, les réactions face aux saillies anti-guerre du pseudo-comique. Les gens en ont marre, en fait. Les gens en ont marre parce que ce genre de déclaration, il y a 20 ans, ça serait peut-être passé, parce qu'on dit oui, c'est un spectacle comique, mais là, c'est une telle accumulation de petites humiliations, que en fait, les gens ne font plus la part des choses. On leur parle de liberté d'expression, ils disent non, mais en fait, on en a marre, on en a juste marre. Mais justement, il faut essayer de raison garder, de garder pour ne pas tomber dans l'excès. Et encore une fois, c'est contre-productif si on veut aller plus vite que la musique, alors que on a tous les arguments concrets, on a tous les arguments rationnels de notre côté, donc ne tombons pas dans le piège, parce que je pense que c'est un piège que nous tend l'adversaire. D'ailleurs, on voit bien que les complotistes, les vrais complotistes sont rarement attaqués par le système, parce qu'en fait, ils permettent au système de mettre tout le monde dans le même panier en disant de décrédibiliser. Donc ne tombons pas dans ce piège qui nous est tendu par le système. Soyons des gens sérieux, montrons que nous sommes capables de faire la part des choses et même parfois de reconnaître que nous nous sommes trompés sur un point, parce que c'est pas parce qu'on s'est, en effet, comme vous le disiez Liselotte, c'est pas parce qu'on s'est trompé éventuellement sur un fait que ça démontre tout notre... donc il faut aussi parfois admettre, s'être trompé ou s'être laissé tromper. Il vaut mieux ça que ne continuer à s'enfoncer dans un mensonge ou dans une manipulation. Si vous écoutez Radio Courtoisie, chers auditeurs, c'est que vous êtes déjà convaincus que nous avons donc cette recherche de la vérité, de l'information juste, contrairement à d'autres antennes.
Mais il n'y a pas que nous, il y a aussi par exemple la revue Éléments. C'est bien, vous pouvez varier, vous écoutez la radio le matin et puis ensuite quand vous voulez passer à la lecture, vous vous mettez à Éléments qui sort donc son dernier numéro. Il vous reste 2 minutes, Xavier Aimant, pour nous le présenter. Merci beaucoup de me laisser cette occasion, puisqu'en effet il vient de sortir, c'est le numéro 214 qui est actuellement en kiosque et dont le dossier central est un dossier important, il me semble, sur la question de nos campagnes en danger. On sait que les Français sont très attachés à leur campagne, à la paysannerie, mais celle-ci est évidemment en grande difficulté face à divers maux donc, que nous évoquons, le productivisme, les bobos ruraux, les Khmers verts. Comment sauver nos campagnes, c'est le thème central de ce numéro 214 que j'invite les auditeurs de Radio Courtoisie à découvrir. Évidemment, dans la revue qui fait 95 pages, il n'y a pas que ce dossier. Il y a aussi un reportage chez les Kalash, le dernier peuple polythéiste du Pakistan, un grand portrait de Jacques-Benoît Méchain, des entretiens, dont un avec Christophe Guilluy, spécialiste de la France périphérique. Oui. Donc, beaucoup de choses dans ce numéro. Je pense que les auditeurs y trouveront en effet de quoi nourrir leur réflexion, leur analyse et qui leur permettra de nourrir leur sens critique dans le bon sens du terme. Et on le sait, chers auditeurs, vous êtes attachés effectivement à cette paysannerie. On en a beaucoup parlé ces derniers mois. Ça fait longtemps et pourtant les paysans vont... la situation des paysans, de nos paysans, ne s'est toujours pas améliorée. Ça mériterait un sujet prochainement. Mais donc, en attendant qu'on vous propose ça, on vous invite à vous pencher sur la question avec le dernier numéro de la revue Éléments. Donc, dans tous les meilleurs kiosques de France, parfois il faut chercher un petit peu. Ils sont derrière et ils sont. Ils sont pas toujours affichés par. J'étais en gare il y a pas longtemps et puis j'ai vu qu'il était caché derrière 3, 4, 5 revues. Il ne faut pas hésiter à le remettre devant. Voilà. Vous prenez la pile, vous la mettez. Mettez bien en évidence et voilà, ça c'est un acte militant concret. Voilà, devant Gala par exemple ou autre. Ouais. Merci beaucoup Xavier Aimant d'avoir été avec nous pour cette édition. Merci pour votre travail, vos recherches de la vérité. Et puis on vous retrouve dans 2 vendredis.